va se passer en trois temps. Un premier temps où Pierre-Édouard Piala va prendre la parole, une dizaine de minutes. Ensuite, Anne-Sophie Pelletier, une dizaine de minutes. Et puis, on passera aussi la parole à Vincent Labrousse, qui est venu pour parler de l'UMS. Et ensuite, on aura en deuxième temps questions-réponses, enfin, débat, quoi. Et ensuite, un troisième temps où on prendra un petit moment de convivialité pour manger dans un verre ensemble. Voilà. Donc, Pierre. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus ce soir afin que l'on réfléchisse ensemble aux moyens de lutter contre l'austérité, mais également aux moyens de défendre les services publics. Car oui, nous voulons lutter contre l'austérité. Et oui, nous voulons des services publics de qualité. Le lieu dans lequel nous nous trouvons ce soir est justement assez symbolique de la disparition de services essentiels. Bien sûr, au début des années 2000, ce lieu a été transformé en pôle socio-culturel qui abrite aujourd'hui des services du département, des services de la mairie et l'école intercommunale de musique. L'ancien hall de marchandises a même été transformé en médiathèque. Cela permet aux Rochechouartais, aux habitants des alentours, de bénéficier d'autres services. Seulement, il n'y a plus de gare. Ce lieu était une gare. Cette gare est située sur la ligne Saya-Bussière-Galant. Aujourd'hui, des tronçons de cette ligne ont été transformés eux aussi, mais en voie verte, en piste cyclable. C'est très bien. Seulement, la ligne de transport a disparu. La ligne Saya-Bussière-Galant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En 1938, le réseau comptait 40 000 km de lignes. Aujourd'hui, il n'en compte que 29 000, soit 11 000 km de moins. Combien de camions sur les routes en plus? Beaucoup. Ça, c'est une évidence. Combien de territoires ruraux abandonnés, désertifiés? Aujourd'hui, on reproche à ces lignes de ne plus être rentables. Comme on reproche aux hôpitaux de ne plus l'être, comme on reproche aux universités de ne plus être rentables, aux lycées, aux écoles. Et ici, nous le savons, une école maternelle a subi des fermetures de classes. Je vous le demande, les amis. Est-ce la rentabilité des services publics qui compte? Est-ce la fonction première d'un service public? Non. On ne demande pas à un service public d'être rentable. C'est une évidence. Car on ne marchandise pas la santé, comme on ne marchandise pas l'éducation. On demande à un service public, comme son nom l'indique, de proposer un service. C'est là son intérêt, c'est là son rôle. Nous, à la France insoumise, nous voulons stopper les politiques d'austérité budgétaire. Nous voulons le maintien de monopoles publics. Nous voulons également l'attribution de la gestion de services publics sans mise en concurrence. L'ouverture à la concurrence va être un véritable problème pour ces prochaines années. Prenons l'exemple des barrages hydroélectriques. On privatiserait des barrages que pendant des décennies les contribuables ont payés. Des barrages qui sont détenus par EDF. Les gains, ils iraient où? Ils iraient où, les gains? C'est simple. Au privé. Et ça, comment appelle-t-on
cela aujourd'hui. Du vol pur et simple. Mais pas pour les actionnaires, qui eux n'auraient qu'à encaisser les dividendes. Et je ne parle même pas de la sécurité des barrages hydroélectriques. Serait-elle prioritaire en cas de problème? Non, évidemment. Surtout si la rentabilité entre en jeu. Nous pouvons donner un autre exemple, celui des aéroports. Il faut savoir que l'Europe est la région du monde qui comporte le plus d'aéroports privatisés. Entre 2010 et 2017, le nombre d'aéroports privatisés au sein de l'Union européenne a doublé. Vous vous rendez compte un petit peu où on en arrive. Comme vous le savez peut-être, c'est vendredi 15 mars, à 6 h du matin, que 42 députés ont voté pour et 17 contre la privatisation des aéroports parisiens. C'est incroyable. On en est même arrivé à privatiser une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État. Même, je dirais, des entreprises. Et après, on nous dit que l'État n'a pas les moyens de financer les services publics. Mais là, c'est là qu'on voit qu'on marche sur la tête. Alors après, vous pouvez me dire, peut-être pas ici ce soir, mais dans les débats publics, les diverses occasions de rencontrer des gens, on est d'accord, mais où trouve-t-on l'argent? Où on va trouver cet argent? Mais l'argent, il y en a. Il y en a même suffisamment pour financer des services publics de qualité. On y est arrivé, encore une fois, pendant des décennies. Il suffit juste d'obliger les plus riches et les multinationales à participer à l'effort commun. Il suffit de rétablir l'ISF, dont la suppression a fait gagner quelques 10 milliards d'euros aux plus riches, mais a entraîné une perte de 4 milliards d'euros à l'État. Il suffit de lutter contre la fraude fiscale, dont le montant annuel est à peu près équivalent au déficit de l'État et représente environ 900 rames de TGV, 3000 km de lignes de voies ferrées, 360 000 bus et la bagatelle de 2300 hôpitaux. Il suffit juste de récupérer l'argent des 3500 ménages et fraude 5 milliards d'euros par an. Comment faire pour récupérer cet argent? Tout simplement, il faut établir un impôt universel sur les revenus pour que les Français de l'étranger, si un Français paie moins d'impôts là où il vit qu'il n'en paierait en France, il règle la différence au Trésor français. Cette proposition a été portée par nous, mais a été portée évidemment en 2012. Il faut également instaurer davantage de contrôle, c'est-à-dire plus de fonctionnaires nécessaires au contrôle de l'impôt. Il existe des solutions que nous connaissons. Nous pourrions rapidement les mettre en place afin de sortir de cette politique d'austérité. Sauf que, et ça on le sait, les politiques monétaires sont décidées sans que le peuple n'ait son mot à dire. L'Union européenne impose des orientations politiques identiques et libérales, comme entre autres la soumission monétaire au marché financier, le transfert du pouvoir des créanciers privés, l'interdiction de toute dépense publique utile, et j'en passe. Sauf que la politique d'Emmanuel Macron n'est qu'un copier-coller de la recommandation recommandations européennes, recommandations sinistres et tragiques, qu'il s'est pourtant empressé d'appliquer au plus vite, à la lettre et avec zèle. Ces orientations néfastes sont inscrites dans les traités et on ne peut modifier les traités qu'à l'unanimité des États membres. Un seul État libéral ou nationaliste, suffit de tous les bloquer. À la France insoumise,
Nous ne voulons pas dicter notre politique aux États, mais trouver une manière de vivre ensemble dans le respect du choix de chaque peuple. Nous devons donc sortir des traités actuels pour en renégocier de nouveaux. De nouveaux qui n'empêcheraient plus les politiques de progrès. Nous voulons des traités courts, lisibles, compréhensibles, et qui s'intéressent surtout à la démocratie plutôt qu'au marché. Tout ceci n'est pas anti-européen, mais anti-traité européen. La nuance, elle est considérable. Parce que nous, à la France Insoumise, nous ne sommes pas, comme dit précédemment, des nationalistes. Non, nous ne le serons jamais. Il faut simplement quitter l'Union européenne telle qu'elle est pour sauver l'Europe. Permettre une coopération culturelle, sociale, écologique, scolaire, entre tous les peuples. Il faut rétablir le contrôle des peuples sur les institutions. Nos compagnons des Gilets jaunes, sur de nombreux ronds-points, dans leur proposition, portent ces revendications, qui représentent 70% du programme politique de la France Insoumise. Il faut changer de modèle économique pour éviter les drames humains et sociaux. Et ça aussi, nous les connaissons. C'est pourquoi les élections européennes de 2019 ont des enjeux essentiels. Elles doivent nous permettre de rejeter cette Europe néolibérale et austéritaire qui ne peut mener qu'à la catastrophe. Elles doivent également être un référendum contre la politique d'Emmanuel Macron qui entérine les directives corrompues des traités européens actuels. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons sortir de l'austérité et retrouver des services publics de qualité, sans territoire abandonné dans le pays, avec des écoles, des collèges et des universités, où les jeunes pourront apprendre de bonnes conditions, avoir du travail. Nous savons aussi que les territoires ruraux connaissent un fort taux de chômage, mais également un fort taux de pauvreté. Avec des hôpitaux au service des malades et non au service de la rentabilité. Mais pour parler des hôpitaux, et plus généralement de la santé, je vais laisser la parole à Anne-Sophie, qui a été et qui est toujours au cœur du problème.